Le dernier souhait d'une grand-mère au seuil de la mort a révélé un secret qui a changé le destin de toute sa famille. Lorsqu'ils ont ouvert le coffre enfoui sous le vieil olivier, ils ont trouvé la clé pour transformer des terres arides en un oasis de prospérité. Grâce à la sagesse ancestrale, une foi inébranlable et beaucoup de travail, ils ont non seulement échappé à la misère, mais ont bâti un héritage d'abondance que personne ne croyait possible. Une histoire d'espoir qui réchauffera votre cœur. Laissez votre j'aime et dites-nous d'où vous regardez. Dans le petit village de Terre Sèche, où le soleil frappe sans merci et les hommes portent sur leur dos le poids d'un ciel implacable, la vie se mesurait en gouttes d'eau. C'était un endroit où l'horizon tremblait sous la chaleur, brouillant les yeux et les espoirs, et où les enfants apprenaient à valoriser l'ombre avant même de comprendre la valeur de la lumière. C'est dans ce décor de sécheresse et de promesses fanées que Madame Célestine a réuni pour la dernière fois sa famille autour de son lit. La matriarche, dont les yeux bleus gardaient l'éclat des étoiles même à 92 ans, avait les mains aussi courbées que les branches du vieil olivier qui poussait solitaire dans l'arrière-cour. Elle respirait avec difficulté, comme si chaque souffle était extrait du désert même qui entourait la propriété. Autour d'elle, les visages préoccupés de fils, petits-enfants et arrière-petits-enfants formaient une constellation d'affection et d'appréhension. « Écoutez bien », murmura-t-elle d'une voix tremblante, mais qui portait encore l'autorité de celle qui avait vaincu 7 décennies de lutte contre la terre ingrate. « Quand je partirai, vous devrez chercher sous l'olivier, creuser jusqu'à trouver le coffre. En cèdre que votre grand-père et moi avons enterré la nuit, où ce toit nous a abrités pour la première fois. » Michel, le petit-fils le plus âgé, serra la main de sa mamie entre les siennes. Il avait 45 ans sculptés par le travail des champs et des yeux marrons qui avaient hérité non seulement de la couleur de la terre, mais aussi de sa résilience silencieuse. « Qu'allons-nous trouver là, mamie ?» demanda-t-il, tandis qu'une goutte de sueur ruisselait sur sa tempe, traçant un chemin sinueux comme les rivières qui ne coulaient plus dans cette région depuis plus de 3 saisons. Un sourire énigmatique naquit sur les lèvres gercées de l'aïeul. « La seule chose capable de sauver cette famille de la misère qui approche, » répondit-elle, serrant la main calleuse de son petit-fils avec une force surprenante. « Promettez-moi que vous le ferez. » Un par un, ils s'engagèrent à accomplir ce dernier souhait, bien que les regards échangés autour du lit révélassent le scepticisme que personne n'osait verbaliser. Tous ici connaissaient les histoires que Célestine racontait. Des récits fantastiques sur des anges qui révélaient des secrets aux ancêtres, sur des étoiles qui montraient des chemins invisibles, sur la terre qui parlait à ceux qui savaient écouter. De belles histoires pour endormir les enfants, pensait-il, mais peu utiles quand les créanciers frappaient à la porte et que la pluie s'obstinait à ne pas tomber. À l'aube, Célestine partit en silence, comme si elle n'avait attendu que la promesse pour enfin se reposer. Elle fut enterrée sous le ciel sans nuages, tandis que le vent sec emportait prières et larmes au loin, les diluant dans l'horizon brûlant. 3 jours s'écoulèrent avant que Michel, tenant parole, ne se dirigeât vers l'olivier centenaire. Ses 2 frères cadets, Luc et Mathieu, l'accompagnèrent à contre-cœur apportant des pelles et une lanterne, car le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de tons de feu et de sang. C'est de la folie de croire que mamie Célestine a caché un trésor ici, commenta Luc, le plus sceptique des 3, en enfonçant la pelle dans le sol dur. Elle pouvait à peine se lever ces dernières années. Le grand-père aurait pu aider, répondit Michel sans interrompre son travail. Et nous, ne parlons pas nécessairement d'un trésor, mais de quelque chose qui peut nous aider. Tout serait bienvenu maintenant, murmura Mathieu, le Benjamin, regardant en direction de la maison où son épouse Thérèse nourrissait les 4 enfants, avec ce qui restait de la dernière récolte ratée. Les créanciers nous ont donné seulement 3 mois pour payer la dette avant de tout prendre. L'excavation continua en silence, brisée seulement par l'impact des pelles contre la terre et par la respiration haletante des hommes. Lorsque l'obscurité fut presque complète, la pelle de Michel frappa quelque chose de solide, produisant un son creux qui résonna comme une promesse dans le calme de la nuit. « Nous avons trouvé », s'exclama-t-il, s'agenouillant pour nettoyer de ses mains la poussière qui couvrait l'objet. C'était un petit coffre en bois de cèdre avec des charnières, rouillées et une fermeture ornementée
qui ne résista que momentanément aux mains anxieuses des frères. Lorsqu'ils parvinrent enfin à l'ouvrir, la lumière jaunâtre de la lanterne révéla son contenu. Un parchemin vieilli soigneusement roulé, petit livre de cuir usé et une poignée de graines enveloppées dans un tissu de soie délavé. « C'est tout ?» demanda Luc, sans cacher sa déception. De vieux papiers et des graines, mamie délirait vraiment à la fin. Michel prit le parchemin avec précaution, le déroulant pour révéler une carte dessinée à la main, avec des symboles étranges et des lignes qui ne semblaient correspondre à aucun territoire connu. Au centre de la carte, une inscription d'une écriture soignée disait « La véritable richesse n'est pas là où l'on cherche, mais là où l'on sème avec foi. » « Mamie a toujours eu ses manières de nous enseigner, » dit Michel, rangeant le parchemin. « Rentrons tout à la maison et examinons mieux. » Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient sur leurs matelas de paille et que les adultes se réunissaient autour de la table en bois usé par le temps, le contenu du coffre fut minutieusement analysé. Le livre se révéla être un journal écrit par Célestine elle-même, contenant des notes sur les cycles lunaires, les propriétés des plantes et des techniques de culture, qui mélangeaient sagesse ancestrale et observations précises sur la terre locale. Marianne, l'épouse de Michel, feuilletait le livre avec un scepticisme croissant. Tout cela semble contraire à tout ce que nous savons sur la culture. Jenny commenta-t-elle, pointant un diagramme qui suggérait de planter en motif circulaire, au lieu des rangées droites traditionnelles. Aucun agriculteur de la région ne fait rien de tel. C'est peut-être exactement pour cela que nous sommes tous au bord de la faillite, répondit Michel, étudiant la carte avec une attention renouvelée. Thérèse, qui berçait son plus jeune fils tout en observant la discussion, intervint. Nous ne pouvons pas risquer le peu qui nous reste dans des expériences folles. Nous devrions vendre la propriété tant qu'elle vaut encore quelque chose et partir pour la ville. Un silence pesant tomba sur la pièce, dense comme la poussière qui s'accumulait sur les meubles usés. Ce n'était pas la première fois que cette possibilité était mentionnée, et chaque jour qui passait sans pluie, l'idée gagnait en force. « Allons dormir », décida finalement Michel. Les réponses viennent rarement aux esprits fatigués, mais le sommeil ne lui vint pas facilement cette nuit-là. Allongé à côté de Marianne, qui respirait profondément dans son sommeil agité, Michel contemplait le plafond de bois, où les ombres dansaient au gré de la rare brise qui entrait par la fenêtre. Les mots de sa mamie résonnaient dans son esprit, se mêlant aux préoccupations du présent et aux craintes pour l'avenir. Comment pourrait-il, un simple paysan à l'éducation limitée, déchiffrer ces énigmes laissées par Célestine? Comment transformer de vieux papiers et des graines mystérieuses en la salvation dont sa famille avait désespérément besoin? Et plus important, comment équilibrer le respect de la dernière volonté de sa mamie avec la responsabilité de protéger sa famille de plus de souffrance? Lorsque les premiers rayons de soleil touchèrent son visage à travers le rideau, déchiré, Michel était déjà debout. Déterminé, il se dirigea vers le petit lopin de terre derrière la maison, où la famille entretenait un potager moribond qui produisait à peine de quoi compléter les repas de plus en plus rares. Agenouillé, sur la terre sèche, le livre de Célestine ouvert à ses côtés, il commença à redessiner les plates-bandes selon les diagrammes du journal. Il travailla sous le soleil levant, ignorant la chaleur qui brûlait sa peau déjà tannée et les regards curieux des enfants qui se réveillaient et vinrent l'observer. « Qu'est-ce que tu fais, papa ?» demanda Sophie, sa fille de 12 ans, qui portait déjà sur ses frêles épaules le poids des responsabilités domestiques, aidant sa mère dans les tâches quotidiennes. « Je plante de l'espoir, ma fille », répondit-il sans interrompre son travail. « Et l'espoir a besoin de motifs différents de ceux que nous connaissons. » À midi, lorsque la famille se réunit pour le repas frugal, Michel avait déjà complètement transformé le potager. Au lieu des rangées droites traditionnelles, il y avait maintenant des cercles concentriques séparés par de petits canaux qui s'interconnectaient comme des veines dans un corps vivant. « Tu as détruit le peu qui y poussait encore. » Il accusa Marianne, servant la soupe rala qui devrait nourrir 10 personnes. Ces carottes auraient été prêtes dans 2 semaines. Et elles nous auraient nourris combien de jours? Rétorqua Michel. 2, 3 repas au maximum. Nous devons penser au-delà de la prochaine récolte.
Il n'y aura pas de prochaine récolte si nous mourrons de faim avant, intervint Claire, l'épouse de Luc, qui se manifestait rarement dans les discussions familiales, mais dont les yeux sombres ne cachaient pas la peur qui rongeait son âme de mère. La discussion fut interrompue par de forts coups frappés à la porte d'entrée. C'étaient les représentants du conseil du village, des hommes sévères dont les vêtements un peu moins usés dénonçaient leur position légèrement supérieure dans la hiérarchie locale. Nous venons vous informer que la distribution d'eau sera encore plus restreinte à partir de demain, annonça le plus âgé d'entre eux, un homme à la barbe grise nommé Ézéchiel. Le puits communautaire s'assèche plus vite que prévu. Michel reçut la nouvelle d'un signe de tête, mais son regard était fixé sur l'horizon au-delà de la fenêtre, où de pâles nuages passaient légers, sans jamais décharger leur précieuse cargaison sur ces terres assoiffées. Nous avons appris le départ de Madame Célestine, poursuivit Ézéchiel, adoucissant un peu le ton. C'était une grande femme, respectée de tous. Sa sagesse manquera dans les temps difficiles qui approchent. Sa sagesse demeure avec nous, répondit Michel, reportant son attention sur le visiteur. Et c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin pour affronter ces temps. Après le départ des hommes, laissant derrière eux un silence chargé d'appréhension, la famille se réunit à nouveau autour de la table. Le repas se déroula en silence, chaque membre perdu dans ses propres pensées, digérant non seulement la nourriture rare, mais aussi le poids des nouvelles reçues. Ce fut Sophie qui rompit finalement le silence. « Papa, je peux t'aider avec ce que tu fais dans le potager ?» demanda-t-elle, ses yeux reflétant une curiosité que la dureté de la vie n'avait pas encore réussi à éteindre. Un lent sourire illumina le visage fatigué de Michel. « Bien sûr que tu peux, ma fille. En fait, j'aurais besoin de l'aide de tout le monde. » Au cours des semaines suivantes, tandis que la saison sèche avançait impitoyablement sur la région, la famille de Michel se partagea entre l'incrédulité et la curiosité face à ses efforts. Suivant les instructions trouvées dans le journal de Célestine, il commença à mettre en œuvre un système complexe d'irrigation qui collectait la rosée du matin à travers des pierres spécifiques disposées en motifs qui semblaient accompagner le mouvement des étoiles. « Regarde comment chaque pierre collecte l'humidité de l'air pendant la nuit », expliquait-il à Sophie, qui était devenue son assistante la plus dévouée. Et comment les canaux que nous avons construits dirigent cette eau directement vers les racines des plantes, sans gaspillage. À mesure que de petites pousses vertes commençaient à apparaître dans les cercles de culture, le scepticisme initial de certains membres de la famille se transforma progressivement en une curiosité prudente. Même Luc, qui accompagnait son frère plus par loyauté que par conviction, ne pouvait nier que quelque chose d'inhabituel se produisait. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il un matin tandis qu'ils inspectaient le système avant le lever du soleil. « Il n'a pas plu depuis des mois, et pourtant, il y a plus de verre ici que dans n'importe quelle autre propriété du village. » Michel pointa le ciel, où les dernières étoiles brillaient encore contre le bleu sombre, qui cédait lentement la place à la lumière du jour. La carte de Mamie ne montre pas des lieux, mais des temps. Chaque symbole correspond à une configuration spécifique des étoiles, indiquant le moment exact pour chaque étape de la culture. Le système de Michel ne se limitait pas à la collecte de la rosée. Suivant d'autres instructions du journal, il avait séparé la terre du potager en différentes sections, chacune préparée avec un mélange spécifique de minéraux trouvés dans des endroits indiqués sur la carte. Dans certaines zones, il planta les graines mystérieuses trouvées dans le coffre. Dans d'autres, des graines ordinaires, mais dans des configurations inédites. « La terre nous parle à travers les plantes », disait-il, répétant les mots écrits par Célestine. « Nous avons juste besoin d'apprendre sa langue. » Pendant ce temps, la situation dans le village se détériorait rapidement. La sécheresse, plus sévère que les années précédentes, dévastait les plantations et décimait les troupeaux. Des familles entières commençaient à abandonner leurs propriétés, les vendant à des prix dérisoires avant de partir pour des villes lointaines à la recherche de travail et de nourriture. Le beau-père de Michel, Jérémie, un homme ambitieux, qui avait accumulé quelques propriétés au fil des ans, apparut à sa porte par un après-midi particulièrement chaud, lorsque l'air semblait trop dense pour être respiré. « Je suis venu faire une offre pour votre terre », annonça-t-il sans préambule, ses petits yeux évaluant rapidement l'état de la maison.
et de ses habitants. Ce n'est pas beaucoup, mais cela vous permettra de recommencer ailleurs, loin de cette malédiction. Michel, qui travaillait sur un nouveau diagramme basé sur les notes de sa mamie, leva lentement les yeux. « Cette terre n'est pas à vendre, Jérémie. C'est l'héritage de mes ancêtres pour mes enfants. » « Héritage » rit l'homme plus âgé, pointant l'horizon où le soleil impitoyable déformait la vue avec des ondes de chaleur. « Quel héritage y a-t-il dans une terre stérile et des dettes? Soyez raisonnable, homme. Pensez à votre famille. » Ce fut Marianne qui intervint, surprenant tout le monde, y compris elle-même. « Il pense à sa famille, » dit-elle, se plaçant à côté de son mari. « Et nous soutenons sa décision. » Après le départ de Jérémie, soufflant d'indignation et murmurant sur l'insensatezza que la faim provoquait dans les esprits faibles, Marianne et Michel se regardèrent en silence. Il n'était pas nécessaire de mots pour exprimer le changement subtil qui s'opérait entre eux. Une rénovation de la confiance que les années de difficulté avaient lentement corrodée. « Les graines germent plus vite que la normale », commenta-t-elle, brisant finalement le silence. « Et les plantes semblent plus fortes, malgré la chaleur. » Michel hocha la tête, un sourire discret jouant sur ses lèvres. « Mamie disait toujours que les étoiles connaissaient des secrets que nous avions oubliés. Il semble qu'elle avait raison, comme toujours. La première grande épreuve survint lorsqu'une tempête de sable, phénomène rare même dans cette région éprouvée, balaya le village sans avertissement. Des vents furieux chargés de particules coupantes fouettèrent les constructions, fragiles, et détruisirent ce qui restait des plantations conventionnelles. À l'abri dans la maison, les fenêtres et les portes bloquées avec tout ce qu'ils purent trouver, la famille de Michel entendait le hurlement du vent comme si c'était la lamentation de la terre elle-même. Les enfants pleuraient, effrayés, par l'obscurité soudaine en plein jour et par le bruit assourdissant qui semblait vouloir arracher le toit au-dessus de leur tête. « C'est la fin », murmura Luc, serrant ses enfants contre sa poitrine. « Si quelque chose survit dehors après cela, ce sera un miracle. » Michel ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur les pages du journal de Célestine, où un dessin détaillé montrait précisément le schéma d'une tempête de sable, accompagné d'instructions spécifiques. Lorsque le ciel s'obscurcira en plein jour et que la terre dansera dans l'air, le cycle de purification aura commencé. Ce qui sera planté en cercle survivra, ce qui sera en ligne sera emporté. Lorsque le vent se calma enfin et que la poussière commença à se déposer, la famille sortit prudemment de son abri pour évaluer les dégâts. Le paysage environnant était désolant. Arbres défoliés, clôtures abattues, la fine couche de végétation qui résistait encore maintenant enterrée sous une couverture de sable. Le cœur serré, Michel se dirigea vers le potager expérimental, se préparant mentalement au pire. Cependant, ce qu'il y trouva défiait toute explication rationnelle, protégé par la configuration circulaire et par les petits murs de pierre qu'il avait construits en suivant le diagramme. Les pousses non seulement survécurent, mais semblaient plus vigoureuses, leurs feuilles vertes contrastant dramatiquement avec le paysage ocre environnant. « Comment est-ce possible ?» demanda Mathieu, qui l'avait suivi avec les autres adultes de la famille, tous également stupéfaits devant le spectacle de vie au milieu de la destruction. « Les cercles », répondit Michel, pointant la configuration des plates-bandes. Ils ont créé un schéma de vent qui a dévié le sable, au lieu de lui permettre de s'accumuler sur les plantes. Et regardez ceci. Il s'agenouilla et creusa légèrement le sol avec ses mains. À quelques centimètres de la surface, la terre était humide. Le sable fonctionne comme une couverture, empêchant l'eau accumulée de s'évaporer. « De l'eau? D'où vient l'eau » questionna Claire, s'agenouillant à côté de lui pour confirmer de ses propres yeux l'humidité improbable. « Ce... » fut Sophie qui répondit, sa voix enfantine portant la sagesse qu'elle avait absorbée au cours des semaines passées à travailler aux côtés de son papa, des canaux souterrains que papa a construits. Il collecte la rosée de la nuit et la dirige sous les racines, où l'eau ne s'évapore pas avec la chaleur du jour. Un par un, les membres de la famille s'approchèrent pour toucher la terre humide, comme s'ils avaient besoin de cette confirmation tactile pour croire ce que leurs yeux voyaient. C'était plus qu'une simple humidité physique. C'était la première goutte tangible d'espoir, après des mois de désespoir croissant. La nouvelle du potager qui avait survécu à la tempête se répandit rapidement dans le village. Les voisins,
commencèrent à apparaître d'abord timidement, puis en groupes de plus en plus nombreux, pour témoigner de ce que beaucoup appelaient déjà le miracle de l'olivier, en référence à l'arbre centenaire sous lequel le coffre avait été trouvé. « Ce doit être une sorte de sorcellerie », murmura l'une des femmes les plus âgées de la communauté, faisant discrètement un geste pour conjurer le mauvais œil. « Rien ne pousse comme ça en temps de sécheresse. Ce n'est pas de la sorcellerie, Madame Marie, mais de la connaissance, » répondit Michel avec patience. « Une connaissance qui dormait dans notre famille et que ma mamie a veillé à préserver. » Parmi les visiteurs se trouvait également le père Thomas, chef spirituel de la communauté et homme respecté pour son équilibre entre foi et raison. Il observa attentivement les plantes, le système d'irrigation et les diagrammes que Michel partageait maintenant ouvertement. « Cela me rappelle quelque chose que j'ai lu autrefois dans des textes anciens », commenta-t-il, caressant sa barbe, blanche pensivement. Il parlait d'un prophète qui reçut d'un ange la connaissance pour faire fleurir le désert. Les descriptions des méthodes sont étonnamment similaires aux vôtres. Michel ne répondit pas immédiatement. Son regard vagua du potager à l'olivier, puis vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à apparaître au crépuscule. « Peut-être que les anges nous parlent de nombreuses manières, Père, à travers les rêves, les visions, ou à travers la sagesse d'une grand-mère qui a refusé de laisser sa famille désemparée même après son départ. À mesure que les jours passaient et que les plantes continuaient de croître de manière impressionnante, l'attitude de la communauté envers la famille de Michel se transforma progressivement. Le scepticisme initial fit place à la curiosité, puis à un respect hésitant qui se manifestait par des offres d'aide, des échanges de graines et même par des invitations pour que Michel explique ses méthodes lors des réunions communautaires. Cependant, tous ne reçurent pas bien ce changement de statut. Le chef local, un homme nommé Séverin qui avait bâti son influence sur le contrôle des rares ressources disponibles, voyait avec une préoccupation croissante l'indépendance que le système de Michel procurait non seulement à sa famille, mais potentiellement à tous ceux qui adopteraient des méthodes similaires. « Vous créez de faux espoirs », l'accusa-t-il lors d'une de ces réunions, sa voix chargée d'une autorité qui commençait à sonner artificielle. « Et pire encore, vous défiez les traditions qui ont soutenu notre peuple pendant des générations. » « Les traditions sont importantes, » concéda Michel, gardant son calme face à l'hostilité évidente. « Mais la plus grande tradition de toutes est la survie. Et pour survivre, nous devons parfois redécouvrir des connaissances qui ont été perdues en chemin. » Cette réponse, accueillie par des murmures d'approbation de la majorité des présents, ne fit qu'intensifier l'animosité de Séverin. Dans les semaines qui suivirent, il commença à répandre des rumeurs sur des pratiques interdites et à faire pression sur les créanciers pour qu'ils accélèrent le recouvrement des dettes de la famille. Ce fut dans ce climat de tension croissante qu'eut lieu la première récolte du nouveau système. Les plantes, bénéficiant non seulement de l'irrigation innovante mais aussi des mélanges spéciaux de sol préparés selon les instructions du journal, produisirent des fruits et des tubercules significativement plus gros et plus nutritifs que la normale. La famille se réunit pour cette première récolte comme s'il s'agissait d'une célébration sacrée. Chaque légume retiré de la terre était accueilli par des exclamations d'admiration et de gratitude. Les enfants, dont les visages avaient perdu leur vivacité en raison des mois d'alimentation insuffisante, souriaient, maintenant, en mordant des carottes douces et des radis croquants fraîchement récoltés. « Ce n'est que le début », annonça Michel, contemplant le panier débordant de nourriture que Sophie et ses cousins portaient fièrement. Le journal mentionne une deuxième phase du système, qui permettra d'étendre la zone cultivée à toute la propriété. Cette nuit-là, la famille savoura le premier repas abondant depuis de nombreux mois. L'arôme des légumes frais, cuisant lentement dans le grand chaudron sur le feu, attira des voisins qui furent généreusement invités à partager la récolte. Entre histoires et rires qui ne résonnaient plus dans cette maison depuis longtemps, un sentiment de possibilité flottait dans l'air, comme une fragrance subtile, mais indéniable. Ce fut pendant ce repas qu'Ézéchiel, le représentant du conseil, qui avait précédemment annoncé le rationnement de l'eau, fit une annonce qui fit taire momentanément la conversation animée. « Le puits communautaire s'est complètement asséché aujourd'hui, dit-il, acceptant avec gratitude le plat que Marianne lui offrait.
Les familles qui restent encore dans le village devront aller chercher de l'eau à la rivière, à 2 jours de marche d'ici. Un silence pesant tomba sur le groupe. Tous savaient ce que cela signifiait. Sans eau, la vie dans le village deviendrait insoutenable. Beaucoup de ceux qui résistaient encore partiraient certainement dans les prochains jours. C'est peut-être le moment de reconsidérer l'offre de ton beau-père. Il murmura Claire à Michel, lorsque la plupart des visiteurs étaient déjà partis. Nous pourrions utiliser l'argent pour recommencer dans un endroit moins hostile. Ce fut Sophie qui répondit, surprenant les adultes par la conviction, dans sa voix enfantine. Mais la carte de l'arrière-grand-mère a encore beaucoup à nous apprendre. Et regardez ce que nous avons déjà réussi sans pluie ni puits. Michel sourit à sa fille, reconnaissant en elle la même flamme qui avait animé Célestine jusqu'à ses derniers jours. Sophie a raison, dit-il, s'adressant à la famille, réunie. Et il y a quelque chose sur la carte que j'étudie, un symbole qui apparaît à plusieurs reprises, toujours accompagné d'une marque qui ressemble à de l'eau jaillissant de la terre. Le lendemain matin, armé de la carte et du journal, Michel conduisit la famille jusqu'à un point spécifique de la propriété, près de la base d'une petite élévation rocheuse qui marquait la limite nord des terres. Suivant les indications du parchemin qui corrélait la position exacte avec la configuration des étoiles pendant le solstice, il commença à creuser. « C'est de la folie », commenta Luc après des heures de travail infructueux sous le soleil brûlant. « Il nie rien ici à part des pierres et encore des pierres. La carte est précise, » insista Michel, essuyant la sueur qui coulait sur son visage. Il suffit de faire confiance. Ce fut alors que Sophie, qui explorait la zone environnante comme le font les enfants, attira l'attention de tous. « Papa, viens voir ces marques. » Sur le rocher, gravé sur la face de la pierre, presque invisible sous des décennies d'érosion et partiellement couverte de mousse sèche, il y avait des inscriptions qui ressemblaient remarquablement aux symboles sur la carte. Michel passa ses doigts dessus, sentant la connexion tangible avec le passé, avec tous ceux qui étaient venus avant lui et avaient affronté des défis similaires. « Nous ne cherchons pas au bon endroit, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. « Nous ne devons pas creuser ici, mais… » Ses yeux suivirent la direction indiquée par les marques sur la pierre, jusqu'à un point quelques mètres plus loin, où le terrain formait une légère dépression. Là-bas, l'excavation recommença avec une énergie renouvelée. Cette fois, il ne fallut pas de nombreuses heures avant que la pelle de Mathieu ne frappe quelque chose de différent de la terre sèche. Une couche de pierre soigneusement disposée en cercle, comme un petit puits scellé. « C'est une citerne ancienne », s'exclama le père Thomas, qui s'était joint au groupe ce matin-là. Les premiers colons de cette région construisaient des réservoirs souterrains pour stocker l'eau des pluies rares. Avec une prudence redoublée, ils retirèrent les pierres une par une. Lorsque la dernière fut enlevée, un son de soupir collectif s'éleva du groupe. Là-dessous, reflétant le bleu du ciel comme un miroir parfait, il y avait de l'eau, cristalline, fraîche et abondante. « Une source !» murmura Michel, s'agenouillant au bord de l'ouverture pour toucher le liquide précieux de doigts, tremblant. La source que la carte indiquait depuis le début. Les implications de cette découverte étaient énormes. Une source d'eau potable, apparemment inépuisable, signifiait non seulement la survie immédiate de la famille, mais la possibilité d'étendre le système d'irrigation à toute la propriété et, potentiellement, aux terres voisines. La nouvelle se répandit dans le village comme un feu dans de la paille sèche. En quelques heures, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées autour de la source nouvellement découverte, leurs yeux reflétant un mélange d'espoir, d'incrédulité et, dans certains cas, de honte d'avoir douté. Parmi eux se trouvait Séverin, le chef local, dont le visage se tordait en un masque de bonheur forcé mal dissimulé. « C'est impressionnant, » dit-il, choisissant soigneusement ses mots. « Naturellement, en tant que ressource vitale, cette eau devra être administrée par le conseil du village. » Un murmure de désapprobation parcourut la foule. Ce fut Marianne qui donna voix au sentiment collectif. Cette source a été trouvée sur nos terres, suivant la carte laissée par Célestine. L'eau sera partagée avec tous, certainement, mais l'administration restera avec ceux qui l'ont découverte. Étonnamment, ce fut Ézéchiel qui soutint cette position.
La famille a déjà démontré sa sagesse dans l'utilisation des ressources. S'ils parviennent à gérer cette bénédiction comme ils gèrent leur plantation, nous en bénéficierons tous plus que sous n'importe quelle administration centralisée. Séverin se retira furieux, murmurant des menaces voilées sur les autorités supérieures et les impôts extraordinaires. Son départ, cependant, fut à peine remarqué au milieu de la célébration spontanée qui suivit. Pour la première fois depuis de nombreux mois, des rires sincères résonnaient entre les maisons en adobe du petit village. Dans les semaines qui suivirent, suivant les instructions détaillées du journal de Célestine, Michel et sa famille étendirent le système d'irrigation pour incorporer l'eau de la source. Des canaux principaux furent construits selon des motifs qui respectaient le flux naturel du terrain, se ramifiant en canaux plus petits qui acheminaient l'eau précisément là où elle était nécessaire. Le plus impressionnant, cependant, fut le système de distribution pour la communauté. Inspiré par un diagramme spécifique du journal, Michel conçut un réservoir central, avec des ouvertures contrôlées qui permettaient à chaque famille de retirer sa quote-part quotidienne d'eau, sans gaspillage. Mamie appelait cela la justice hydrique, expliqua-t-il lors de l'inauguration du système. L'idée que l'eau, étant essentielle à la vie, doit être accessible à tous mais en respectant les limites naturelles de sa rénovation. À mesure que l'eau apportait une nouvelle vie non seulement aux plantations mais aussi à l'esprit de la communauté, d'autres pages du journal de Célestine commencèrent à révéler leurs secrets. Sophie, qui avait hérité non seulement de la curiosité mais aussi de l'intuition aiguisée de son arrière-grand-mère, fut la première à remarquer le schéma caché dans les marquages apparemment aléatoires éparpillés sur la carte. « Papa, regarde !» l'appela-t-elle un soir, tandis que toute la famille se reposait après une longue journée de travail. Si nous superposons la carte au ciel nocturne pendant la nouvelle lune, comme nous l'avons fait pour trouver la source, mais que nous tournons la page comme ceci. Elle fit pivoter le parchemin à 180 degrés. Les symboles s'alignent parfaitement avec le cycle lunaire, pas avec le solaire. Michel observa attentivement la démonstration de sa fille. C'était vrai, le système qu'il suivait se basait principalement sur le mouvement des étoiles et du soleil, mais il y avait une deuxième couche d'informations liée aux phases de la lune, qui influençait le développement de différents types de plantes. « C'est un calendrier double », murmura-t-il, admirant la complexité de la connaissance préservée par sa mamie. Soleil et lune travaillant ensemble, tout comme dans la nature. La mise en œuvre de cette nouvelle compréhension entraîna une augmentation significative de la productivité des plantations. Fruits et légumes qui prendraient normalement des mois à mûrir étaient prêts à être récoltés en moitié moins de temps. Des céréales qui réussissaient rarement dans ce climat hostile poussaient maintenant robustes, leurs épis chargés de graines saines. Ce fut lors de la fête de la moisson précoce, une célébration improvisée pour remercier de l'abondance inattendue, que l'ancien le plus respecté de la région, un homme nommé Salomon qui quittait rarement sa demeure dans les montagnes lointaines, apparut dans le village. Appuyé sur un bâton noueux et avec des yeux qui semblaient avoir été témoins de siècles d'histoires humaines, il marcha lentement entre les plantations, observant chaque détail du système avec un intérêt sincère. Finalement, il s'approcha de Michel, qui supervisait la distribution de la récolte entre les familles participantes. « Vous avez redécouvert le système des 7 cycles ?» dit l'ancien sans préambule, sa voix étonnamment ferme pour quelqu'un de son âge avancé. « Système des 7 cycles ?» répéta Michel, intrigué. Salomon hocha lentement la tête, une méthode de culture décrite dans d'anciens textes sacrés, censément révélée par un être céleste à un prophète perdu dans le désert. Elle fut pratiquée pendant des générations, puis oubliée lorsque de nouvelles méthodes, apparemment plus efficaces, furent introduites par les colons. Un frisson parcourut l'échine de Michel. Les mots de l'ancien faisaient écho avec une précision troublante à la description que Célestine avait faite dans son journal sur l'origine de cette connaissance. Les 7 cycles se réfèrent aux 7 influences qui doivent être harmonisées. Le soleil, la lune, les étoiles, le vent, le sol, l'eau et l'esprit humain qui travaillent la terre, continua Salomon, traçant avec son bâton un symbole sur le sol qui était identique à la marque centrale sur la carte. Lorsque tout est en équilibre, même le désert fleurit.
La validation de cette connaissance par une autorité aussi, respectée, transforma complètement la perception de la communauté sur ce qui se passait. Ce qui était auparavant considéré par certains comme une expérimentation risquée, voire des pratiques suspectes, était maintenant reconnu comme la récupération d'une sagesse ancestrale, un retour aux racines les plus profondes de cette culture. Ce changement de perspective eut des conséquences pratiques immédiates. Des familles qui étaient reparties commencèrent à revenir, attirées par les récits d'eau abondante et de récoltes exceptionnelles. Ceux qui avaient vendu leurs terres, à des prix dérisoires, cherchaient maintenant des moyens de les racheter ou d'obtenir de nouveaux lots pour mettre en œuvre le système. Les graines spéciales trouvées dans le coffre, cultivées avec un soin particulier par Sophie et Michel, produisirent des plantes aux caractéristiques extraordinaires. Résistance extrême à la sécheresse, haute valeur nutritive et capacité à améliorer le sol environnant. Des marchands de terres lointaines, qui passaient occasionnellement par la région sur leur route commerciale, commencèrent à offrir des sommes considérables pour des exemplaires de ces graines miraculeuses. La tentation de s'enrichir, rapidement par la vente de ce patrimoine, testa à nouveau les valeurs de la famille. Ce fut lors d'une de ces offres, particulièrement généreuse, que Marianne surprit tout le monde une fois de plus. « Ces graines n'ont pas de prix car elles ne sont pas vraiment nôtres », déclara-t-elle au marchand qui insistait pour augmenter son offre. « Elles font partie d'un héritage qui appartient à la terre et à tous ceux qui en dépendent. Nous pouvons les partager, enseigner aux autres comment les cultiver, mais jamais vendre ce qui nous a été confié. » Le marchand partit déçu, mais la nouvelle de l'existence de telles graines et du système qui les rendait si prolifiques se répandit bien au-delà des frontières du petit village. En quelques mois, des représentants de communautés voisines commencèrent à apparaître, cherchant à apprendre les méthodes qui avaient transformé une terre aride en un oasis de prospérité. Michel, se souvenant des paroles de sa mamie sur le partage des connaissances, organisa des sessions de formation où il expliquait non seulement les techniques pratiques, mais aussi la philosophie sous-jacente au système des 7 cycles. « La terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la terre », répétait-il, citant des passages du journal. « Nous sommes les gardiens temporaires d'une connaissance éternelle, et notre obligation est de la préserver et de la transmettre. » Cependant, comme cela arrive souvent lorsque quelque chose défie le statu quo, l'influence croissante de Michel et de ses méthodes attira l'attention des autorités supérieures. Des fonctionnaires provinciaux apparurent un jour, menés par nul autre que Séverin, dont le sourire triomphant ne cachait pas la vengeance qu'il avait ourdie. « Nous sommes venus enquêter sur des rapports de pratiques non autorisées et d'appropriation illégale de ressources hydriques », annonça le fonctionnaire principal, un homme maigre aux petites lunettes qui méprisait clairement d'avoir à visiter un endroit aussi reculé. « De plus, il y a des allégations d'évasion fiscale sur la commercialisation de graines modifiées. »« Il n'y a pas d'évasion car il n'y a pas de vente », répondit calmement Michel. « Et quant aux pratiques, nous récupérons simplement des méthodes traditionnelles qui existaient bien avant toute réglementation actuelle. » Le jour suivant furent tendus, avec des fonctionnaires mesurant, documentant et interrogeant chaque membre de la famille et de nombreux habitants du village. L'accusation formelle fut finalement déposée. Utilisation de pratiques interdites pour obtenir une prospérité anormale. Une formulation suffisamment ambiguë pour englober toute méthode défiant le contrôle centralisé des ressources. Le jugement aurait lieu au chef-lieu de province, à 3 jours de voyage. Michel devrait comparaître devant le conseil religieux régional, qui exerçait également une autorité judiciaire en matière de terre et de ses fruits. La veille de son départ, tandis que la famille se réunissait pour une veillée de prière sous les étoiles, Sophie apparut en courant, portant un volume que tous reconnurent immédiatement, l'ancien livre de prière de Célestine, petit et usé par une utilisation constante. « J'ai trouvé quelque chose, papa !» s'exclama-t-elle, ses yeux brillants d'excitation. « Regarde !» Soigneusement, elle ouvrit le livre à une page spécifique et pressa légèrement la reliure, révélant un compartiment secret habilement construit dans le livre lui-même. De l'intérieur, elle retira un document jauni plié plusieurs fois, scellé avec de la cire rouge qui arborait un symbole officiel. Michel déplia le document de main tremblante. C'était un acte de propriété,
non seulement de la terre, qu'ils occupaient, mais de toute la région qui incluait la source et les terres environnantes. Plus impressionnant encore, il était accompagné d'une charte royale qui accordait à la famille des droits perpétuels sur toutes les ressources trouvées sur ces terres, en récompense d'un acte héroïque accompli par l'arrière-grand-père de Michel, en sauvant la vie d'un prince perdu dans le désert des décennies auparavant. L'acte de propriété était antérieur à toute revendication actuelle, et le sceau royal le rendait pratiquement incontestable même après tant d'années. C'était le genre de document que peu de paysans verraient jamais dans leur vie, encore moins posséderaient. « Elle savait », murmura Marianne, observant le document avec révérence. Célestine savait que ce moment viendrait éventuellement, qu'ils essaieraient de prendre ce qui appartient de droit à la famille. Le lendemain, lorsque Michel se présenta au tribunal provincial, le document provoqua une commotion immédiate. Des experts furent appelés pour vérifier son authenticité, et après l'avoir confirmé, l'affaire fut rapidement classée. Non seulement les accusations furent retirées, mais l'autorité provinciale, reconnaissant l'importance des méthodes agricoles redécouvertes, offrit des ressources pour établir une école où ces techniques pourraient être enseignées formellement. Le retour de Michel au village fut marqué par un accueil chaleureux. La nouvelle de sa victoire était arrivée avant lui, apportée par des messagers anxieux de partager le revirement extraordinaire. Exactement ce jour-là, comme si le ciel lui-même voulait célébrer, de denses nuages gris commencèrent à se former à l'horizon pour la première fois depuis des années. La pluie arriva au crépuscule. Non pas une tempête violente, mais une précipitation douce et persistante qui continua pendant des jours, trempant profondément le sol desséché. C'était exactement comme prévu sur la carte stellaire de Célestine, qui indiquait la fin du grand cycle de sécheresse après 9 mois de mise en œuvre complète du système. Tandis que la communauté célébrait sous la pluie bienvenue, dansant et chantant comme ils ne l'avaient pas fait depuis des générations, Michel trouva un moment pour être seul sous le vieil olivier, qui semblait maintenant plus vivant que jamais, ses feuilles lavées brillant sous les rayons occasionnels de soleil qui perçaient les nuages. « Merci, mamie », murmura-t-il, touchant le tronc noueux comme s'il pouvait, à travers lui, se connecter à l'esprit de la femme sage qui avait assuré l'avenir de sa famille, même après son départ. Tu avais tout prévu. Dans les années qui suivirent, le petit village se transforma en un centre régional d'innovation agricole durable. Le système des 7 cycles, maintenant formellement documenté et étudié, se révéla être non seulement une solution à la sécheresse locale, mais un modèle applicable à diverses régions arides à travers le monde. L'école établie, avec le soutien provincial, construite à l'endroit exact où se trouvait auparavant la simple maison de Célestine, attirait étudiants et chercheurs de terres lointaines. Michel, maintenant reconnu comme un maître du système, consacrait la majeure partie de son temps à enseigner, tandis que Marianne supervisait la distribution équitable de l'eau et des graines aux communautés dans le besoin. Sophie grandit et éduquée tant dans la sagesse traditionnelle que dans les sciences modernes apportées par les visiteurs, assuma la responsabilité d'étendre et d'adapter les méthodes de son arrière-grand-mère aux nouveaux défis. Son carnet de notes, inspiré du journal de Célestine mais incorporant des découvertes contemporaines, promettait d'être le prochain trésor à transmettre aux générations. Luc et Mathieu, complètement convertis à la vision qu'ils avaient autrefois considérée comme délirante, dirigeaient des coopératives agricoles qui mettaient en œuvre le système à une échelle de plus en plus grande, transformant progressivement le profil de la région de terre de disette en grenier d'abondance. Mais peut-être que le changement le plus profond eut lieu dans la relation de la communauté avec la terre. Le respect des cycles naturels, la compréhension de l'interconnexion entre le sol, l'eau, le climat et le travail humain, et la valorisation de la connaissance ancestrale comme complément, non pas opposition, aux innovations, tous ces principes devinrent partie intégrante de l'identité culturelle locale. Lors de nuits spéciales, lorsque la configuration des étoiles reproduisait exactement le schéma central de la carte de Célestine, la famille continuait la tradition de se réunir sous l'olivier centenaire pour raconter aux plus jeunes enfants l'histoire du coffre enterré et du dernier souhait qui avait transformé non seulement leur destin, mais celui de toute une région. Le véritable trésor comprenait-il maintenant pleinement
n'avait jamais été caché sous la terre, mais préservé à travers le temps dans la sagesse qui combinait connaissances pratiques, observation attentive de la nature et foi inébranlable dans la capacité à surmonter même les défis les plus arides de l'existence. Et ainsi, dans chaque nouvelle graine plantée selon le système des 7 cycles, dans chaque goutte d'eau soigneusement dirigée par les canaux d'irrigation, et dans chaque récolte abondante qui nourrissait non seulement les corps mais aussi les espoirs, l'esprit de Célestine continuait de vivre. Un héritage plus précieux que toute richesse matérielle, plus durable que tout monument de pierre. Le dernier souhait de la grand-mère devint le but continu des générations suivantes, transformer les déserts en jardins, la disette en abondance et le désespoir en un avenir où la compréhension profonde des rythmes de la nature permet à l'humanité non seulement de survivre, mais de prospérer en harmonie avec la terre qui, après tout, a toujours été disposée à partager ses secrets avec ceux assez patients et sages pour écouter.